Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui va se canaliser sur un aspect dont on entend souvent parler et où on a du mal à donner une définition, qui est de savoir si nous sommes une bonne personne ou une mauvaise personne. Alors le fonctionnement du vivant n'est ni bien, ni mal, ni juste, ni injuste. Il ne comporte ni valeurs, ni jugements moraux ou religieux. Il est, c'est tout. Il n'existe pas de pensée naturelle, simplement un comportement naturel qui repose sur un équilibre fragile et complexe, basé principalement sur des interactions qui, au-delà des seules capacités de l'individu, se créent par succession de mimétisme, de complémentarité et de synergie à l'intérieur d'une espèce, tout comme dans les rapports interespèces. Comportement naturel de l'adaptabilité à l'environnement direct, c'est-à-dire le biotope, les rapports sociaux entre guillemets. Chaque unité du vivant s'y conforme, car il en va de sa survie. Dans ce fonctionnement, il n'existe qu'une exception, c'est nous, l'être humain. Celui-ci n'étant pas que nature, mais également culture technologique. Effectivement, l'humain est le seul à savoir adapter de façon durable et conséquente son biotope, sans avoir recours aux seuls matériaux naturels non transformés. Un animal sait assembler des matériaux, à l'exemple d'un nid d'oiseau par exemple, mais aucun n'a la capacité de créer un assemblage de matériaux modifiés, à l'image d'une automobile. Cet élément a bouleversé les points d'ancrage naturels. La maîtrise des possibilités de puissance de cette culture technologique va agir et interagir sur le rapport aux capacités naturelles. Afin de délimiter ces possibles, des principes moraux, civils et ou religieux, vont prendre place. Leurs applications seront rendues exploitables par l'établissement de droits et de devoirs, judiciaires et ou religieux, eux-mêmes encadrés par la force des gens d'armes, en général police pour ce qui est interne à un groupe donné, militaire pour ce qui lui en est externe. Les mimétismes, complémentarités et synergies naturelles vont également connaître une évolution culturelle qui se traduira entre autres choses par le biais de la création de notions de valeur, de coût. Tout d'abord, initiées par le troc et l'échange, elles vont avec le temps devenir symboles d'échange à confiance, que l'on nommera plus communément la monnaie. Le ciment de ce fonctionnement culturel sera appelé progrès, pour ce qui concerne la technologie, dont le potentiel d'accessibilité représentera un accès à un meilleur bien-être et bien-avoir, ainsi que justice, pour ce qui concerne les mimétismes, complémentarité et synergie, dont le potentiel d'accessibilité représentera un accès à un meilleur vivre ensemble. Le développement de cette culture et les différentes interactions qu'elles appliquent sur l'environnement font apparaître que leur mise en place ont eu et continuent d'avoir, pour conséquence directe, que 3 des éléments indispensables à notre survie, qui sont au nombre de 4, l'air, l'eau, les nutriments et la protection, ne lui sont que rarement naturellement accessibles par gratuité. Réalité qui a eu pour effet la mise en œuvre de la notion de pouvoir d'achat. Alors cette mise en place civilisationnelle a engagé par extension l'ajout d'outils de gestion de fonctionnement afin d'encadrer les différents domaines, politiques, sociaux, économiques, inhérents à la survie et à la vie de l'individu, mais également à ceux des groupes et regroupements constitués. Notion indispensable pour la régulation d'une cohésion indissociable à la notion de vivre ensemble, comportant des principes de normes autres que naturels, appelés droits et devoirs. Dans la nature, le rapport de la capacité tend à faire loi. Dans la culture, la technologie tend à se substituer de plus en plus à cette capacité naturelle. Dans la nature, les mimétismes, complémentarités et synergies tendent vers l'équilibre. Dans la culture, les droits et devoirs, publics et ou privés, tendent à se substituer de plus en plus à cet équilibre. Pourtant, malgré ce bouleversement, l'être humain, comme chaque espèce du vivant, ne peut faire l'impasse sur les 4 fondamentaux impératifs à sa survie. Alors la question est donc, est-il possible pour chaque individu d'accéder à son minimum de survie sans causer de tort à autrui, sans devoir nécessairement y inclure un comportement injuste, être une mauvaise personne? Alors dans l'absolu, il semblerait que oui, puisqu'il vient rarement à l'esprit d'une personne dite équilibrée de vouloir délibérément nuire à son voisin en empêchant celui-ci de pouvoir respirer, boire, manger ou se protéger. Qu'en est-il dans la réalité? Alors l'air étant encore à ce jour abondant et gratuit, la réponse est facilement oui, notre comportement est juste. Personne ne cherche à respirer plus ou mieux en profitant de l'air de son voisin. La répartition naturelle de l'accès à l'eau peut provoquer un comportement moins pondéré. Dans certains lieux, la rareté peut conduire à une envie d'accaparation, ne serait-ce que par prévention de pénurie. Pour ce qui est de l'eau potable, gérée par épuration et recyclage, celle des villes notamment, la réponse est clairement non, puisque les infrastructures permettant de disposer de ces bienfaits ne sont pas gratuites. De fait, ces services ne peuvent l'être. Pour les nutriments, il en va de même que pour l'eau, souci de rareté et ou de coût.
Pour la protection, 2 catégories sont à prendre en considération. La protection élémentaire, elle concerne les éléments premiers, soleil, pluie, vent, etc. Et la protection prédatoriale, qui se sous-divise en 2, les prédateurs visibles, les animaux, les plantes, les champignons, et les prédateurs invisibles, les virus, les germes, etc. Pour ces 2 catégories, nous savons que l'accès à l'argent joue un rôle majeur, voire primordial, à l'exemple de l'accès aux soins. Afin de tendre vers un comportement le plus juste possible, il nous faut, pour le moins, limiter notre pollution aérienne, éviter de maltraiter nos ressources en eau et en nutriments, ainsi que ne pas surconsidérer nos besoins de protection. Mais si nous disposons, en tant qu'individus, d'une activité économique concernant le secteur d'au moins un de ces besoins essentiels, solliciter de la part d'autrui une forte dépense, obtenir l'accès à l'exploitation d'une rareté ou assainir une pollution, nous offre l'opportunité d'une ressource financière qui, par voie de conséquence, nous octroie un accès à plus de choix de quantité de biens ainsi qu'à de meilleurs services. Donc par définition, le système économique financier ne peut être juste puisqu'il porte en lui sa propre perversion, c'est-à-dire créer le déséquilibre par un maximum d'individus afin de nous permettre, à titre personnel, d'obtenir un plus monétaire synonyme d'un mieux à l'accès. Principe de fonctionnement d'une civilisation basée sur l'enrichissement financier, lui-même créateur d'envie, de jalousie, de propriété, impliquant des notions d'injustice, de frustration, de conflit. Il en va ainsi pour la totalité de nos besoins, à l'exception de l'air, puisque abondant et gratuit. Donc si nous souhaitons être une bonne personne au sein de ce système, tendre vers plus de justice envers les autres implique non seulement d'être attentionné, mais également d'expliquer à autrui l'intérêt de cette attention. Par contre, tout individu cherchant à obtenir un profit financier par l'exploitation de ses besoins fondamentaux, autrement dit toute personne percevant une ressource financière liée à une activité industrielle, commerçante ou dépositaire d'un service de première nécessité, ne peut que tendre vers la création d'un déséquilibre et de fait devenir une personne injuste. Et cela même si nos convictions ou nos raisonnements, aussi sincères soient-ils, cherchent à soutenir le contraire. Conclusion, notre développement culturel est basé sur des valeurs d'injustice, qu'elles soient volontaires ou non, que nous en soyons conscients ou non. Valeurs dues et répercutées par un système de mise en place et non pas forcément par un choix individuel. Alors à l'inverse de la nature, notre culture ne peut que difficilement fonctionner sur des interactions basées sur des capacités, mimétisme, complémentarité et synergie, puisque nous sommes en concurrence face à la gestion de la rareté, naturelle ou provoquée. À moins que ces regroupements nous permettent de développer une activité ayant pour objectif la perspective d'un enrichissement financier, ce qui nous ramène à une situation de déséquilibre et donc d'injustice. Au-delà des cadres fondamentaux indissociables à notre survie, l'être humain a besoin pour vivre de rapports sociaux. Alors d'un point de vue naturel, chez l'homme comme chez la majeure partie des animaux, voire de certains végétaux, ce fonctionnement s'effectue par cercles successifs. Le point central est l'individu, le premier cercle comporte la famille restreinte, le deuxième cercle la famille proche, les amis, la meute, le troisième cercle le groupe, le clan, le troupeau, puis quelquefois intervient un quatrième cercle représentant des notions plus vastes, telles que regroupement de troupeaux, tribus, nations, etc. D'un point de vue naturel, tout individu, humain ou non humain, qui interfère avec son environnement de cercle, par le biais du partage et de l'attention, dans la mesure du possible, accentue son potentiel de bien-être. A l'inverse, dans notre culture, toute personne qui favorisera l'échange, dans sa notion profit financier, accentuera son potentiel de bien-avoir. Par contre, ce dernier s'effectuera forcément au détriment de celui du bien-être, puisque, comme vu précédemment, le profit ne peut être que facteur d'injustice, donc de tension. Par voie de conséquence, nous pouvons constater que plus une personne favorisera un système d'indices de valeur marchande, dont le fonctionnement lié à sa survie et à sa vie, plus son existence pourra, dans certains cas, tendre vers un bien-avoir, mais inévitablement, celui-ci se fera au détriment d'un bien-être. Il est d'ailleurs constatable que plus nous accumulons de richesses financières, et plus nous nous esselons, les proches devenant des profiteurs, des débiteurs, des concurrents, voire disparaissant par manque de temps et d'attention consacrée. Dans le système qui est le nôtre, le pauvre cherche à devenir riche, et le riche s'esselant, le bien-être n'est que rarement au rendez-vous, et l'individu s'enferme incontestablement à l'intérieur d'une souffrance croissante. Alors ce raisonnement basique, simple, mais non simpliste, relève-t-il de la fatalité ? Une réflexion menée sur une culture qui axerait son développement sur la gratuité grâce à une économie basée sur les ressources, donc qui serait une gestion de l'abondance, et non sur le profit financier, qui est une gestion de la rareté, laisse apparaître que le fonctionnement de la survie et de la vie ne se positionnerait plus sur des valeurs de bien ou de mal, de juste ou d'injuste, mais que la réflexion se porterait sur un comportement naturel et culturel
visant à trouver l'équilibre dû aux interactions basées sur les capacités, mimétisme, complémentarité et synergie. Un équilibre du partage et de l'entraide qui assurerait tout à la fois bien avoir et bien-être. À la vue de notre réalité économique, sociale et politique, ce projet ne mérite-t-il pas notre attention? Pour plus d'informations, voyez le lien ci-dessous concernant entre autres le projet Vénus. Merci beaucoup de m'avoir écouté et puis à très bientôt pour la suite de nos aventures.